On va voir que tu vois les vrais facteurs de la perf en endurance. En gros, ce qu'ils vont décider de ta vitesse pure, parce que l'objectif de l'endurance, c'est d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. C'est pas forcément globalement comme on peut le penser, uniquement un test VMA, uniquement un truc. C'est vraiment un système. Tu vas voir qu'il y a différents facteurs qui vont te permettre de pouvoir performer. Et la performance en endurance, elle va tenir à une équation. C'est-à-dire que c'est des mathématiques pures. Au même titre que quand vous blessez ces volumes à intensité, ça reste des mathématiques pures. Donc, cette mathématique pure, c'est une addition avec une multiplication. Là, il n'y a pas de parenthèse, mais il doit y avoir des parenthèses juste ici. Donc, c'est l'énergie aérobie. Donc, l'oxygène produit et utilisé en continu plus l'énergie anaérobie. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle, on verra, la CPK. Donc, en gros, tout ce qui est anaérobie qui va être multiplié par combien te coûte une foulée. Donc, si tu veux, ça, c'est un peu la bourse. Et ça, c'est le prix. Tu vois, un peu comme si la bourse, elle fluctuait. OK? Donc, des moments, elle va être à 10 euros, des moments, elle va être à 8 euros. Toi, l'objectif, c'est que ton coût énergétique, ton économie soit le plus bas possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une foulée, ça te coûte 30 centimes au lieu de te coûter 3 euros. OK? Oui. Et tu peux Ouais. avoir un gros moteur, c'est-à-dire que tu peux avoir une énorme VO2 max, mais si, comme je l'ai écrit ici, il est mal exploité, tu vas perdre contre un moteur qui est bien piloté, qui est bien géré. Donc l'objectif, c'est de bien le gérer. Donc, il va y avoir 5 facteurs déterminants de la performance qui sont les suivants. Le numéro un, c'est la VO2 max. Ça, on en entend partout parler. C'est le volume maximal d'oxygène que tu vas pouvoir délivrer, tout simplement. C'est un peu comme si tu prends une voiture, c'est vraiment la vitesse maximale de la voiture. 220 Ok, km/h, par exemple. Tu vois? Et ça, ton objectif, c'est bien évidemment le développer. C'est un des facteurs les plus ok, déterminants. Le point numéro 2, c'est l'utilisation fractionnaire. On va voir ce que c'est, mais en gros, c'est un pourcentage du moteur que tu vas pouvoir tenir longtemps. Exemple, tu es sur l'autoroute, tu es globalement à une haute vitesse, mais tu n'es pas au maximum, tu n'es pas à VO2 max. Mais tu peux le tenir super longtemps. Ok. L'économie, donc comme je te le disais, le coût de ta foulée. Et 4, la capacité anaérobie. Donc pour faire simple, c'est ce qui va te rester. C'est un peu ta batterie électrique qui prend un peu le relais, mais qui peut pas tenir très longtemps. Tu vois. Et la résistance à la fatigue, c'est-à-dire la capacité à maintenir l'ensemble de ces facteurs relativement élevés. Ok. oui, ok, Aucun va travailler seul, mais c'est leur assemblage, comme je l'ai écrit juste ici, qui va faire que le coureur va pouvoir performer. Si un mec il a une énorme VO2 max, mais que en fait ça lui coûte 12 dollars à chaque fois qu'il utilise son économie de course, il pourra pas être performant. Donc tu auras beau avoir la performance, la VO2 max la plus élevée possible, si t'as pas une bonne économie de course, tu performeras pas, tout simplement. Ok. ouais, On va essayer de les voir un par un pour pouvoir les oui, comprendre. Donc le facteur numéro un, c'est la VO2 max. Donc la VO2 max, c'est défini par le débit maximal d'oxygène délivré aux muscles et consommé, pour faire simple. Et ça, c'est limité par ce qu'on appelle le débit cardiaque, pas par les poumons. C'est la plus grosse problématique et le plus adaptable, c'est le débit cardiaque. Si vous voulez, l'équation, elle est simple, c'est débit cardiaque multiplié par la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque, le nombre de battements que vous allez avoir par minute, multiplié par le débit cardiaque, le volume de sang qui va sortir. Et ça, c'est ce qui est très entraînable. Mais il va finir par plafonner. C'est pour ça qu'il faudra qu'on aille sur les autres variables. Cette sortie cardiaque, elle est très entraînable. L'AFC, en réalité, elle est très définie de base. Et la différence artério-veineuse, donc c'est quoi la différence artério-veineuse? C'est la capacité de vos muscles à consommer cet oxygène. Parce que tu peux avoir une voiture que tu lui mets 6 litres à l'intérieur. Si elle peut en consommer que 3 litres par heure, elle en consommera que 3 litres par heure. Tu vois? Donc ouais, voilà. tout à fait. Donc la VO2 max, c'est un super facteur. Il faut le regarder. Mais si on regarde que ça, on ne performera pas. Ok. Surtout s'il est mal exploité et que les autres ne performent pas. C'est un peu comme avoir une voiture avec un moteur mais sans roues.
Tu vois un peu l'idée? Mmh. Est-ce Dis-moi. est-ce que c'est lié aussi donc à ta capacité à emmagasiner l'oxygène, donc les globules rouges, d'où les stages en altitude ou les périodes en altitude ou enfin que les athlètes font? Heu, Ouais, en fait, si tu Ça va veux, rentrer quand tu es en altitude, dans tu vas VO2 augmenter max ou? ton. Alors, c'est un peu plus précis. En gros, ça va augmenter ton taux d'hémoglobine sanguin, ok? Mmh Et ton hémoglobine, c'est quoi? Et ton volume plasmatique également. Mais en gros, ça va te permettre, toi, d'avoir plus de transporteurs d'oxygène. Par contre, l'altitude, on pourra faire un live dessus. Mais globalement, il faut même minimum être exposé à 3 semaines. Donc oui, ça va te permettre d'améliorer VO2 max indirectement, mais il va te mh. falloir beaucoup plus de temps d'adaptation, c'est-à-dire 3 semaines minimum. Ok. OK. Et tu peux avoir des problématiques aussi avec l'altitude, c'est que l'altitude, vu que tu as moins d'oxygène, par définition, tu peux moins t'entraîner parce que tu galères plus à récupérer. Donc l'altitude, c'est OK. intéressant. En Mmh. fonction des sports, surtout pour le triathlon, à haut niveau, ils le font beaucoup, mais ils ne le font pas tous. Ok. OK. Mmh. Donc, quand on regarde du coup VO2 max, je vous donne juste un peu des valeurs. Donc, la valeur, tu vas avoir 60 millilitres kilo par minute. Ça, c'est un bon amateur entraîné. Donc, Mmh. c'est globalement, vous allez atteindre des valeurs qui peuvent être à ce niveau-là. C'est quand même un Mmh. amateur qui s'entraîne très sérieusement et qui a beaucoup développé VO2 max et qui a une bonne optimisation de son poids de corps. Parce que vous voyez, c'est exprimé en millilitres kilo. Donc, c'est forcément par Mmh. rapport au poids de corps. Et les élites peuvent atteindre ouais, 80 millilitres kilo minute, sachant que des mecs comme Optimise. Blum Alfeld, aujourd'hui la plus grosse variable, ont été enregistrés à 100, 103. Ok, mais déjà l'élite est Mmh. autour de 80, 90. Voilà. Et ok, on l'exprime toujours en kilos parce que ça nous permet d'avoir une vraie variable. Parce que, par exemple, si tu prends des rugbyman, ça vous intéresse pas, mais s'ils ont globalement un gros poids de corps, bah, leur vitesse elle est pas élevée. Par contre, ils peuvent très bien avoir une grosse VO de max et aller lentement. Tu vois. Donc, pour comparer les personnes, on les remet toujours en millilitres kilos par minute. Sachant que ça, on peut le tester uniquement qu'en laboratoire et que celui sur votre montre est foncièrement faux. Voilà. Mais Donc pour toi, on a d'autres manières d'avoir des équivalences en termes de temps. Ok. donc pour Ouais, ça peut être pertinent à partir du moment où tu arrives à un certain niveau. C'est-à-dire que tant que mmh. tu n'es pas arrivé à des plafonds et que tu continues à progresser, ça n'a aucun intérêt d'aller tester ta VO2 max, sachant que tu progresses et que tu utilises des leviers que tu utilises déjà. Ok. Mmh. Voilà, le meilleur test que tu peux utiliser, c'est déjà d'avoir un capteur de fréquence cardiaque. Tu vois, parce que tu as tes zones de Mmh. fréquence Oui. cardiaque, tu sais exactement, et c'est comme ça qu'on monitor aujourd'hui. Ok. OK. Mais pour tout, on parlera des tests après. Mais moi, je m'orienterais plus vers des tests de puissance critique aujourd'hui ou des tests classiques de VMA ou de FTP. Mais c'est encore limité VMA, FTP. Moi, je préfère les tests de puissance critique parce qu'on peut obtenir ce qu'on appelle les indices d'endurance qui te permet de savoir si c'est plus du côté aérobie ou du côté anaérobie de l'équation. Donc, si Mmh. tu vois, on revient sur notre équation, on sait si c'est plus ce côté aérobie qui pêche ou ce côté anaérobie de l'équation qui pêche. Tu vois ou pas l'idée? Oui, ouais, ouais. OK. Donc voilà. Après, on parle de l'utilisation fractionnaire. Donc, par exemple, c'est le pourcentage le plus élevé possible pour lequel vous allez très peu, vous allez commencer à créer du lactate, mais que vous allez pouvoir tenir longtemps. OK? Mmh. Donc, c'est ce qu'on appelle le seuil 2. Généralement, vous avez le seuil 1 qui est le moment à partir du moment où vous allez créer du lactate. Donc, à l'échauffement, vous allez avoir à peu près 3 millimoles de lactate. OK? Donc, quand on vous prend le lactate sanguin au niveau du doigt, vous allez avoir 3 millimoles de lactate. Et à partir du moment où vous passez le seuil 1, vous allez passer ce seuil de lactate et du coup commencer à augmenter progressivement. Et à un moment, il va y avoir ce qu'on appelle un point d'inflexion, au moment où vous allez faire une grosse croissance d'un seul coup de lactate. Donc vous allez faire 3, Mmh. 6, 7, 8, 9, et d'un coup, vous allez passer à 15 millimoles de lactate. Ok. Mmh. C'est cette fractional utilisation over the max où vous restez un tout petit peu en dessous. Ok. Chez certaines personnes Mmh. non entraînées, ça peut être 60%, c'est-à-dire juste au-dessus de votre zone 2. OK. Et chez certains élites, chez des élites au niveau marathon, c'est 90%. Donc c'est très élevé. Ça va dépendre de votre spécificité d'entraînement. Et ça, c'est des choses qui se testent. OK. OK. Et c'est souvent le lever le plus rentable, donc faire du seuil quand on a un coureur qui est entraîné. C'est-à-dire que OK. globalement, au tout début, vous allez plus vous orienter vers des 30-30, des 15-15, et si tu es sur des distances courtes,
comme, comme du triathlon comme toi, distance courte ou Mhm. des 5-10 km, on va beaucoup travailler VO2 max. Et chez des distances un peu plus longues, comme du 20 bornes, 40 bornes, là, le seuil va être encore plus pertinent, mais peut être très pertinent pour toi. Parce que comme on l'a vu, le VO2 max, et du coup qui est énormément variable par rapport au volume d'éjection systolique, donc le sang qui sort du cœur, Mhm. en fait, il plafonne très vite. Ok, tu vas pas pouvoir faire grossir ton cœur euh, ad vitam aeternam. Et du coup, c'est là où Mhm. on va améliorer du coup la qualité du muscle à tenir, à consommer, à pas se fatiguer. Et c'est là où en réalité la performance elle se fait, elle n'est pas uniquement définie par le VO2 max. Ok, parfait. On va parler un peu de l'économie de course. Donc en gros, Oui. si tu veux, l'objectif, c'est de pouvoir avoir le coût le plus faible possible. Comme je te l'ai dit, l'objectif, c'est de rentrer au niveau du marché et d'avoir un échange à 20 centimes. Ok. Mhm. On peut avoir des écarts à VO2 max égal, donc à 20, entre 20 et 40%. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux avoir des écarts de 20 à 40% de coût pour une VO2 max égale. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise le même moteur peut avoir une grosse perte d'énergie. Toi, je sais que ça va te Mhm. parler sur le vélo. Tu vois, c'est un peu comme un mec qui a un vélo aéro et l'autre qui ne l'a pas. Je Mais vois il y a très une bien. grosse différence. Ouais, il y a une grosse différence de vitesse C'est la derrière, même ouais. chose sur Ou la course à pied. d'économie, ouais. Mhm. Mhm. Voilà. Voilà. Donc ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de la technique, donc votre technique de course pure, votre capacité à appliquer de la force au sol, vos données anthropométriques, pardon. Anthropométrie, c'est quoi? Globalement, c'est votre poids de corps. Moi, je suis Ok. un gros lardon. Si tu veux, je suis hyper lourd. Et à chaque fois que tu Mhm. prends 1 kg, tu prends 3% de performance dans la gueule. C'est-à-dire 1 kg, 3% de performance. Donc il faut trouver le juste milieu pour avoir une nutrition qui t'apporte assez d'énergie pour pouvoir soutenir tes entraînements, etc. Mais pas Mhm. perdre en performance. Ok. Le type de fibre musculaire, donc ta typologie de fibre musculaire. Il existe différents types de fibres musculaires, des fibres lentes, des fibres rapides. Et en fonction de la spécificité de ton entraînement et du renfort que tu as pu faire, tu vas avoir des types de fibres différents. Ok. C'est pour ça qu'on dit que plus tu fais de muscu, plus tu fais de force. Donc par définition, plus tu as des fibres performantes. Et la restitution élastique de l'énergie. Donc ça, c'est la pliométrie. C'est-à-dire à quel point votre muscle a la capacité de renvoyer l'énergie élastique du sol. Mhm. Ok. Ok. Et ça, c'est invisible sur la montre. Par contre, il est réel sur le chrono. Ok, c'est quelque chose Ouais. qu'on va pas pouvoir forcément voir sur la montre, mais qu'on va pas voir sur le chrono. On va voir avec des indices qu'on pourra tester, par exemple sur une petite application que vous pouvez avoir sur votre téléphone qui s'appelle MyJump, où vous pouvez Mhm. tester votre capacité de renvoi élastique de l'énergie. Ça va vous permettre, par exemple, déjà de Ok. voir à quel point vous avez une bonne restitution élastique. C'est ce qu'on appelle le RSI, Relative Strength Index, donc la capacité à renvoyer la force appliquée au sol. Donc, quand vous avez fait un profil de puissance critique plus un profil de relative strength index, vous avez déjà progressé. Mais rien ne sert de tester si déjà votre entraînement de base, il vous blesse pas, il vous fait progresser. On teste. Ok. Il faut savoir que le Mhm. test, c'est une perte de temps et qu'il ne faut pas tester pour tester. On pourrait tester toute la journée s'il fallait, mais ça ne servira à rien, ça nous perdrait le temps. Et en plus, ça a un coût très énergétique parce que quand vous faites un Mhm. test, c'est une photo à l'instant T, mais c'est surtout une demande d'énergie maximale. Qui dit demande d'énergie maximale dit forcément fatigue, donc perte de temps sur l'entraînement. Ok. Ok. La capacité anaérobie. Globalement, c'est tout ce qui va être énergie produite sans oxygène, mesuré par le déficit en oxygène. Ok. Donc ça va être surtout sur les phases difficiles, le sprint à la fin de la course, le départ quand il y a tout le monde qui joue des coudes, des relances s'il faut, mais là on rentre sur des stratégies de course qui sont vraiment très compliquées quand on arrive à un niveau très élevé. Ok. Euh, Ça va être hyper important sur des distances ultra courtes, donc triathlon S, tu vois, ça va être important. Mais Ouais. dès que tu vas augmenter un peu sur les distances, ça aura très peu d'impact. Ok, sur un triathlon taille M où tu passes sur du 2 heures, en réalité ta phase anaérobie elle est très peu utilisée. Ok. Mhm. À part si tu es dans le très très haut niveau et là c'est indispensable, euh, votre base aérobie et votre VO2 max va déjà faire une grosse partie du travail. Ok. Mhm. Donc ça Ok. c'est la capacité tampon principalement. Et voilà, encaisser l'acidité, on parle tout le temps de lactate, je vous en supplie, arrêtez de parler de lactate.
Le lactate, ça n'existe très peu dans le corps humain. C'est du pyruvate et le pyruvate, il est consommé par le cerveau et le foie pour recréer les molécules d'énergie qui vous permettent de faire de la course à pied qu'on appelle l'ATP. Donc le lactate qui en français est appelé pyruvate n'est absolument pas toxique. Ce qui est toxique, c'est les ions qu'on appelle les ions calcium qui vont créer de l'acidité dans le muscle. Ok. Donc, si vous entendez quelqu'un sur le bord d'un terrain parler d'acide lactique ou d'autres, surtout dites-lui que ça n'existe pas et que c'est sa tolérance à l'acidité qui sont les ions calcium. La problématique est pas le lactate parce que le lactate est hyper important. D'ailleurs, on en injecte aux femmes enceintes. Donc, si c'était si dangereux que ça, on n'en injecterait pas aux femmes enceintes. Donc voilà, Mhm. très important pour la fin de course, mais voilà, dans l'idée, c'est pas indispensable, ça dépend principalement de vos épreuves. Voilà. Si vous faites du 400, bien évidemment que c'est indispensable. Mais sur le reste, dès qu'on va passer sur des distances un peu plus longues, ce qui est le cas de 95% des gens qui vont regarder le live, euh, pas d'intéressant. Pas intéressant, pas plus que ça. Donc la résistance à la fatigue, donc ça c'est ce qu'on appelle la durabilité. C'est bien d'avoir des systèmes de grande qualité, mais quand les kilomètres s'accumulent, il faut pouvoir les garder. Avoir des systèmes qui fonctionnent longtemps. On peut avoir des coureurs qui ont la même VO2 max, mais qui peuvent pas faire tourner le moteur autant de temps. C'est un peu comme si un mec qui prenait l'autoroute et il devait s'arrêter tous les 20 bornes. Ok. C'est, à mon sens, sur, entre guillemets, par exemple, des Ironman, des marathons, des distances beaucoup plus longues et très prisées, euh, les facteurs les plus sous-estimés, clairement. Parce que sur Ironman, le moment où tu te dérives, c'est le moment où tu peux plus tenir. Euh, Par exemple, tu vois, sur Tour, j'en ai vu beaucoup qui n'avaient pas de durabilité, qui avaient sûrement une énorme VO2 max, qui avaient sûrement un poids de corps anthropométrique beaucoup plus optimisé par rapport à moi, et qui, dans la théorie, si tu regardes purement leurs tests en laboratoire, sont 3 fois meilleurs que moi. Mais par contre, sur ce facteur durabilité, pêchait, et du coup, on dérivait. C'est-à-dire qu'à à une même intensité, leur coût énergétique était devenu très très cher. Ok, ce qui faisait que tu tiens pas dans le temps. Il faut absolument avoir une durabilité qui est énorme, et ça se construit avec une base aérobie, en faisant beaucoup de zone 2, en ayant l'habitude de ça. Ok, c'est pas du mental. Quand tu t'arrêtes et que tu craques sur par exemple, un semi, ou que tu craques sur un marathon, ou que tu craques sur un alpha Ironman ou un Ironman, c'est physiologique. C'est parce qu'à une même allure, ta fréquence cardiaque augmente, tout simplement. Ok. D'accord. Et ça, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'au début, on peut se concentrer énormément à développer VO2 max. Et c'est pour ça que les ultra performeurs ont un gros volume. C'est parce que ce gros volume, avec le temps, quand vous l'accumulez et que vous prenez le temps de le construire sur la longue durée, et ben, tout simplement, ça vous permet de tenir des hautes intensités. En réalité, ceux qui sont au top niveau font très peu d'intensité, ils font beaucoup plus de bas volume. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà leur VO2 max élevé et avec leur volume, ça leur permet d'avoir une super durabilité sur ces facteurs qui sont ultra performants. Il vaut mieux avoir une 2 chevaux qui peut tenir 3 heures que une Ferrari avec 1 litre d'essence dans le réservoir. Ok. Ok. Tu l'entraînes, comme tu l'as dit, c'est base aérobie, donc de la zone 2. Vraiment de la sortie facile, Ouais. quoi. De la zone Hmm. 2 principalement. Ouais, ouais. Certains Et triathlètes vont même faire de la zone 1. Quand, quand ta zone 1 est rendue à mhm. 6,30 au kilo, tu vois, Oui. tu peux faire de la zone 1 même des fois. Parce que si tu veux, cette durabilité, tu vas avoir deux zones 2. Ça, c'est un truc qui est mal compris par les gens. On parle de zone 2, mais tu as deux zones 2. Tu as ta zone 2 biomécanique et ta zone 2 Mhm. physiologique. Et à haut niveau, quand tu arrives à un certain niveau de performance, et toi, je sais que tu as quand même déjà un bon niveau de perf, et ben si tu veux, cette zone 2 physiologique, euh, elle peut être trop élevée en termes de zone 2 biomécanique, et si elle est trop élevée, te blesser. Cette zone 2, tu la tiens donc pendant tes entraînements 50, 60 minutes. Euh, Ouais. quel est l'impact en fait de la Ça, durée? ouais. Ça va être, en gros, si tu veux, la zone 2, si tu regardes un graphique sur Mhm. TrainingPeaks ou ton graphique sur Garmin, et bien en fait, tu vas voir Mhm. à quel moment, pour une même vitesse, tu vas dériver. OK? C'est-à-dire que Ok. si on prend une zone 2 et que tu es à 5,30 tout le long, tu bouges pas, et tu es à la zone 2, 5,30 tout le long, 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 Mhm. et d'un coup, Mhm. tu vois qu'en restant à 5,30, tu vas augmenter.
ça veut dire que ta durabilité, elle est de 30 minutes aujourd'hui. Et pour ça, il faut faire des sorties un peu plus longues en zone 2 jusqu'à ce que ta durabilité, elle se décale plus loin. Ça dépend de ton, ouais, ça dépend de ton plan d'entraînement et ça dépend à quel point et quelle discipline tu vises. Si tu vises un Mhm. Ironman full, tu as besoin d'une durabilité qui est excessive. Et c'est ce qui va faire la différence. OK? Par contre, tu es sur une courte distance, tu as besoin d'une durabilité sur un 10 km, mais elle est moins prédominante. Oui. OK? Donc ça va dépendre de ton épreuve. OK? À quel point tu vas l'intégrer ou pas. Ok, clair. Sachant que des mecs qui font du 800, du 1000 ou du 2000, donc qui sont quand même des distances archi courtes, peuvent arriver à 120 km par semaine, tu vois. Mhm. Sur Ouais. le plus haut niveau, hein, je te Oui, parle avec une super équipe et tout. oui, Donc tu as oui. quand même de la marge et c'est des facteurs sur lesquels tu joues même si tu es sur courte distance. Donc Ok. globalement, moi je ne regarderai pas par rapport uniquement au graphique. Le graphique me donne une indice de si tu progresses sur ta durabilité. Et du coup, tu as vu, tu n'as pas encore besoin de faire de test. Tu l'as uniquement avec ta fréquence cardiaque. OK? Oui. Et en augmentant le volume petit à petit ou l'intensité avec le temps, bah, je regardais si cette durabilité, elle s'améliore en fait, tout simplement, à une même D'accord. vitesse donnée. Exemple, séance 1, il est à 5,30. Au bout de 25 minutes, la zone 2 commence à dériver. Séance 2, il est sur de la zone 2, il est à 5,30 et la dérive est arrivée au bout de 27. Bah, la personne a progressé, au bout de 3 semaines par exemple. D'accord. Ta dérive de zone 2. Oui, sur le même terrain, ouais. Sur le Mhm. même terrain. Mais après, si tu t'entraînes sur terrain plat et que c'est des terrains plats, pas forcément besoin d'avoir la reproductibilité avec le même terrain. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mhm. Il faut au moins avoir une zone qui est relativement plate. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une sortie un peu courte dans la semaine que tu peux garder. Et cette sortie un peu courte, elle te permet de te dire, OK, bah là, j'utilise cette sortie courte facile en zone 2 pour voir où est-ce que j'en suis. Quel est mon état de fatigue et mesurer un peu ça comme ça. OK? Mhm. Ça reste archaïque, mais c'est une bonne méthode. Ok. OK? Oui. Ou même sur ta sortie longue du week-end. Tu vois, imagine, tu as une sortie longue régulière tous les week-ends. Et ben en fait, Mhm. tu utilises celle-là. C'est un peu différent au triathlon parce que tu as beaucoup plus de sport. Donc tu peux moins avoir des séances ultra régulières, redondantes, etc. OK. Mais l'idée, si tu avais par exemple une semaine que course à pied, tu testerais uniquement ta sortie longue du week-end, par exemple, en faisant ta zone 2 et voir si ça s'améliore tout simplement. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Ouais. Et vous avez compris, tout est extrêmement lié. Un gros VO2 max sans économie, ça plafonne. Un bon seuil sans durabilité s'écroule en fin de course. Et la performance, c'est l'assemblage d'un maillon faible qui bride tout le reste. Donc, si tu voulez, une chaîne, j'ai mis une phrase, mais je vais en sortir une autre. Une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et l'objectif, c'est de trouver, du coup, le maillon qui vous limite aujourd'hui pour pouvoir pas forcément empiler du volume au hasard, même si des fois, on sait très bien que en fonction de votre niveau, juste accumuler du volume, ça peut suffire. Et comme je vous l'ai dit, tester pour tester, ça sert à rien. C'est quand on arrive à un niveau de plafonnement de performance qu'on va commencer à tester. Voilà, donc de la physiologie. L'objectif, c'est d'avoir une vision la plus juste possible, pas forcément courir plus pour courir plus. Voilà, travailler le facteur qui vous bride, mais généralement, nous, dans les plans d'entraînement, on travaille déjà l'ensemble des facteurs, mais c'est important de les comprendre. La durabilité, tenir dans le temps, c'est bien, mais si vous obtenez un pic de forme et que vous ne pouvez plus vous entraîner, vous allez vous dégrader hyper vite et donc perdre l'ensemble des facteurs. La continuité, ça va être la recherche permanente, hein. Ça se construit dans le temps. On va pas faire une séance théorique ou même 12 séances dans la même semaine de VO2 max parce qu'on manque de VO2 Mhm. max. Euh, Si vous voulez, en fonction des profils de puissance critique. Donc, les profils de puissance critique, c'est quoi? La différence, c'est un profil, c'est un test qui va nous permettre de savoir si vous êtes plus aérobie ou anaérobie sans oxygène en fonction de votre profil et donc d'orienter l'entraînement. Mais même si vous êtes un profil aérobie, c'est juste que l'entraînement va changer d'orientation à 10% près. OK? Et rien n'est magique. Comme je vous l'ai dit, chaque maillot est identifiable, mesurable et entraînable. Voilà un peu les slides pour ce soir. Et du coup, l'objectif, ça va être maintenant d'échanger un peu ensemble. Je vais arrêter le partage d'écran si vous avez des questions.
ou autre. Tu vas la. Est-ce qu'il y a un travail beaucoup? Non. Alors oui, en gros, si tu veux, il y a différents facteurs. Si tu veux, tu vas avoir ta zone 2. Tu as le fait de courir beaucoup régulièrement sous format volume, tu vas améliorer ton schéma moteur. Et du coup, ton corps va être beaucoup plus précis sur les gestes qu'il fait et du coup, être plus économique. Bien évidemment, en choisissant les meilleures fibres au meilleur timing, etc. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ça va être ta capacité de renvoyer l'énergie élastique au sol. Donc, on peut faire des tests comme RSI pour calculer ta capacité à renvoyer l'énergie du sol. Tu vas avoir tes données anthropométriques, c'est-à-dire ton poids de corps. Exemple, plus tu es lourd, plus tu as. En gros, 1 kg, c'est 3%. Donc, tu vas avoir Mhm. ça. Et tu vas avoir ta force pure. Tu vois ce que je veux dire? Ta capacité musculaire de force pure. Voilà. Mhm. Donc, et ta technique de course, en plus de ça. Mais qui est corrélée un peu à la zone 2 et le fait de courir beaucoup, hein. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, Parce que c'est ta technique de course va évoluer avec le temps. Ou tu vas ta technique de garder ta course propre va. technique. Alors, en fait, oui, tu as ta propre technique, mais tu as une technique de course qui est optimale. C'est-à-dire que tu as ta propre technique, l'image biomécanique idéale que les chercheurs ont fait, et nous, notre objectif, c'est de trouver un entre-deux pour que Mhm. ça te corresponde, pour que tu sois le plus économique possible, parce que ton facteur technique de course est intrinsèquement lié à ce qu'on appelle ton relative stretch index, c'est-à-dire ta capacité à renvoyer l'énergie élastique du sol. Donc, si tu améliores ta technique de course, tu vas indirectement améliorer ton RSI et du coup améliorer tes curseurs de perf. Mhm. Ok. Ouais, c'est pour ça que en fait c'est toujours la globalité, c'est-à-dire déjà si t'as pas une bonne mobilité, tu peux pas avoir d'amplitude sur l'énergie élastique, Mhm. donc ton temps de contact au sol va naturellement augmenter. Ok. Et après, c'est une rigidité tendineuse, donc en faisant de la pliométrie. Mais pour pouvoir caler de la pliométrie, il faut déjà avoir un volume élevé pour pouvoir descendre en volume et caler de la pliométrie. Parce que tout est une question sur principes fondamentaux de l'entraînement, volume multiplié par intensité, multiplié par fréquence, divisé par récup. Mhm. Tu vois. Donc, tu as plein d'outils hyper intéressants, mais tester pour tester, encore une fois, n'a pas forcément d'intérêt à partir du moment où tu progresses déjà sans tester. Mhm. Tu testes tous les jours. Pourquoi? Parce que si on prend un peu ton cas, je vais ouvrir Training Peaks. Si on prend un peu ton cas et qu'on regarde, par exemple, tu vois, des séances pures, en fait, on teste tous les jours. Pourquoi? D'une, parce que vous êtes fatigué à l'entraînement et du coup, on va avoir une vision. Mais tu vois, si on prend pour du triathlon, exemple course à pied, si on prend les runs fondamentales du début, tu vois, on prend le cas de MC. 8,53 sur de la zone 2, tu vois, zone de pure, 130. Ok? Zone de pure au niveau du pace, 142 de moyenne. Ok? Et ça, on reprend plus tard, tu vois, sur une proc triathlon, et on regarde tout simplement qu'est-ce qu'elle a fait. Déjà, elle a augmenté sa distance, courir 1h47. Ok. Voilà. Sa zone 2 est devenue une zone 2, et tu vois qu'elle est restée à peu près à la même fréquence cardiaque. Tu vois ou pas? Donc elle a augmenté déjà Ok. le Oui. variable distance, sans augmenter sa dérive. Tu vois? Elle D'accord. dérive pas. Mhm. Tu vois ou pas l'idée? Donc Ok. là, quand tu regardes, quand tu fais un screen, 1h47, donc là, elle a amélioré ses capacités aérobie. On n'a pas fait de test, on a juste regardé la distance qu'elle a augmentée, donc elle a la capacité d'augmenter la distance sans dériver, et on a les données de fréquence cardiaque. Tu vois un peu l'idée? Ok. C'est un Ouais. peu du Ouais, je bricolage, vois. hein, ce que je fais. Ça c'est du bricolage, mais pourquoi tester quand tu vois que la personne continue de progresser? C'est-à-dire que l'entraînement, c'est ce qu'on va en revenir à un principe, et je pense que ça sera le sujet potentiellement de prochains lives ou autres. C'est ce qu'on appelle dose-réponse. Et en fait, nous là, on teste la dose et la réponse. On sait quelle dose on met et on regarde la réponse à l'entraînement. Ça, c'est le principe fondamental de test à l'entraînement. Avant même de parler de VO2 max, de test de VMA, de profil de puissance critique, on a un capteur de fréquence cardiaque ou même juste une vitesse, ok, une Mhm. vitesse de course à pied ou un temps sur une piste. Ça va être rien qu'au chrono manuel. Et on regarde en fonction de l'entraînement. Est-ce que tu te blesses, est-ce que tu te blesses pas?
Et si tu ne te blesses pas, est-ce que tu progresses? Si tu progresses pas, on change un peu l'entraînement, on regarde si tu progresses. Ok? Tu Mm. progresses, on continue jusqu'à ce que ça marche plus. Le jour où ça marche plus, on change. Et ainsi de suite. Et si, en changeant, ça ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait? On propose des tests. C'est-à-dire qu'ils vont nous permettre d'avoir une carte et de savoir exactement d'où vient la problématique du maillon. Et en voyant la problématique du maillon, passer un cap. Ça peut être différents tests. On en a plusieurs. Il faut juste choisir les bons par rapport à la personne. Honnêtement, aujourd'hui, j'adore les tests de puissance critique parce que, à mon sens, c'est une révolution dans l'endurance. Ça te permet de savoir si tu es aérobie ou anaérobie. Et si tu complètes ça avec un test de pliométrie, tu as tes trois facteurs principaux qui sont aérobie, anaérobie, économie de course. Et en réalité, sur le tableau que je t'ai montré tout à l'heure, en fait, tu obtiens un triptyque qui te permet de savoir exactement d'où vient la problématique et de la bosser en priorité. Ok. Mhm. Ok. Intéressant. Sachant que tu feras un profil de puissance critique pareil sur le vélo, si tu es triathlète. C'est juste que ton économie de course, elle va dépendre de ta force musculaire pure et plus de ta capacité pliométrique. D'accord. Ouais. Voilà un peu l'idée. Mm. Ouais. Bah voilà, hein. Si tu devais retenir, parce que là, il y a beaucoup d'infos, tu pourras regarder le live, reprendre des notes, ça Mhm. sera Oui. hyper, tu vois ce que je veux dire, tu pourras prendre les slides, Ouais. regarder, Oui, pareil. etc., te poser, et ça va te permettre de mieux comprendre. Mais vraiment, Mm. c'est super simple à comprendre. C'est, vous avez un moteur aérobie, ok? Vous avez un moteur anaérobie, et vous avez le coût que vous coûte cette voiture. Votre objectif, c'est d'améliorer ces paramètres-là, tout simplement. Aérobie, donc avec création d'oxygène. Dans l'aérobie, généralement, vous avez deux sous-moteurs. La zone 2, tout simplement, ok, Mm. et votre fractional utilisation of VO2 max, ok, Mm. votre seuil, ok. Après, vous avez tout ce qui est anaérobie, donc c'est tout ce qui est en fin de course, etc. Ok. Et à la fin, votre économie de course, combien vous coûte, combien est le prix de l'essence à la pompe, hein, c'est tout. Mm. Voilà, Ouais. Oui. c'est tout. Trois facteurs. C'est juste ça qu'il faut comprendre si on reprend sur les slides. Et l'objectif, c'est d'avoir des tests pour les identifier. Pour les identifier, c'est super simple. Vous avez un profil de puissance critique, 3 minutes, 12 minutes max, qui vous permet de savoir aérobie ou anaérobie, et l'économie de course, votre force pure si vous êtes sur vélo, ou notre capacité pliométrique. J'ai mis plein d'infos, plein de facteurs, parce que c'est pas uniquement super simple, mais en application, ça ressemblerait à ça. Ok. Donc, voilà. Ça, déjà, ça te permet de voir un peu du côté perf réellement qu'est-ce que ça te donne et jusqu'à où on peut pousser la chose. Sachant que ta VO2 max, ça sert à quoi? Parce qu'en fait, ton test VO2 max, c'est juste d'identifier à quel endroit sont tes seuils, à quel moment tu vas commencer à créer du lactate, à quel moment tu seras Mm. en zone 2, mais c'est juste que tu les détermines de manière beaucoup plus précise. Mais en réalité, quand tu fais un profil de puissance critique, tu as déjà 95% de ta réponse. Tu vois. Ok. Ouais. Et ce test de Donc, puissance le test critique, de VO2 max, moi, je le réserverais. oui, Ouais. le test de VO2 max, tu le ferais vraiment en dernier, quoi. Et tu ferais Ouais, le test de VO2 max, clairement, je le ferai en dernier. ouais. Mhm. Et tu ferais en priorité donc les tests de puissance critique. Ok. Mm. Ouais. Et, Mais et à condition que tu aies aussi le budget de le faire régulièrement, en fait, ton test de VO2 max. Ça peut varier. En plus, tu as le ça déplacement. Je varie. sais pas si tu en as un proche de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, en Mm. plus, tu dois en faire deux, un pour le vélo, un pour la course à pied. Moi, c'est quelque chose que je préconise pas, voire presque jamais, à moins que tu aies un budget limité. Tu vois. Chez les pros, quand c'est les pros qui sponsorisent. Euh, voilà, chez des gens que j'ai déjà coachés qui a beaucoup d'argent, donc pour qui c'est le cadet de leurs soucis, mais même s'ils avaient beaucoup d'argent, je leur préconiserais pas parce que en réalité, un test, l'objectif c'est d'avoir des décisions d'entraînement par la suite. Et en fait, le Mm. test de VO2 max, s'il te permet de prendre aucune décision, c'est de la merde, tu vois. Ok. Mm. Donc Ok. voilà. Eh bien écoute, parfait. Eh bien écoute, tu nous tiens au courant au niveau de l'entraînement.
Et puis on se Oui, dit à bientôt. ça Ça joue. marche?